Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série. Aujourd'hui, Histoire en série se transforme en géographie en série puisque j'ai la chance de recevoir Pierre Demnat. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Pierre, merci de venir à nouveau à notre micro. C'est vraiment très sympa de faire un petit peu de géographie aussi à travers les séries. Alors, je vais vous représenter pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les précédents numéros. Alors, Pierre, vous êtes donc un agrégé de géographie, vous êtes doctorant en Nanterre. Vous avez aussi, entre autres, dirigé la collection de géographie de manuels du livre scolaire. Et puis, vous êtes aussi, il y a quelques semaines, vous avez été un des co-organisateurs d'une journée d'études très très sympathique autour de la géographie et des séries. Alors, journée d'études qui donnera d'ailleurs bientôt lieu à une publication pour le bulletin de l'Association des géographes français. On attend ça avec impatience. Et puis, donc, c'est vrai que vous travaillez énormément sur les thématiques des séries et de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on a déjà évoqué ensemble une série sud-africaine. On va en voir une autre, c'est Queen Sono. Alors, c'est une des grosses séries, j'allais dire, sud-africaines, puisqu'on peut la voir notamment sur Netflix. Alors peut-être, est-ce que pour commencer, Pierre, vous pourriez en faire le pitch pour les auditeurs et les auditrices? Oui, bien sûr. Queen Sono, c'est l'histoire d'une espionne sud-africaine qui va sauver toute l'Afrique, enfin pas toute l'Afrique, mais enfin une bonne partie, un peu une James Bond girl de temps moderne qui voilà, se déplace dans plusieurs pays d'Afrique et qui défend les intérêts sud-africains notamment. Certains ont même comparé ça au bureau des légendes sud-africain. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est ça. Et en plus, Queen Sono aussi est sur le fond de l'histoire, porte aussi sur l'apartheid, puisque la maman de Queen Sono qui était elle aussi qui était une activiste anti-apartheid, a été tuée, assassinée par un suprémaciste blanc. Et donc, voilà, ça s'entremêle, l'histoire de l'Afrique du Sud s'entremêle avec une histoire d'espionnage à l'échelle continentale, si on veut. Alors, c'est très intéressant. On avait évoqué déjà dans une émission précédente avec vous, Pierre, cette idée que finalement les séries sud-africaines étaient présentes sur Netflix, que l'Afrique commençait à sortir un petit peu j'allais dire, de cet anonymat pour nous Européens, puisque par contre en Afrique, les séries, qu'elles soient sud-africaines ou nigérianes, sont très très suivies. Alors justement, Queen Sono, on a une série sur Netflix qui est très très, on va dire, vous l'avez dit, rythmée. Alors c'est intéressant parce que on voit, et je voulais commencer par ça, dans cette série, on voit une autre Afrique du Sud, telle qu'on peut aussi d'ailleurs l'enseigner, que ce soit en collège ou en lycée. C'est une série qui met en scène une Afrique du Sud émergente, qui est une véritable puissance, alors au moins continentale, j'allais dire, mais qui se veut aujourd'hui parmi les pays à l'échelle mondiale émergents. Alors peut-être première question, vous l'avez dit, l'émission se déroule principalement en Afrique. Qu'est-ce qu'on voit finalement de l'Afrique dans Queen Sono? Alors, on voit une Afrique du Sud émergente, ça c'est certain, puisqu'on est quand même, la caméra se place quand même du côté de la classe moyenne et de la classe aisée sud-africaine. Mais on voit une Afrique urbaine, en fait, essentiellement, puisqu'il y a voilà, des affaires d'espionnage qui vont se dérouler donc, dans différentes grandes villes africaines. Euh, voilà, Harare au Zimbabwe, Nairobi au Kenya, etc. Et bien sûr, Johannesburg. Et donc, en fait, on a vraiment ce qui est intéressant dans Queen Sono, c'est que c'est vraiment la James Bond africaine qui, en quelque sorte, va faire rayonner l'Afrique du Sud à l'échelle africaine. Donc, moi, je le vois comme quelqu'un qui porte un petit peu les ambitions sud-africaines, euh, notamment dans une Afrique australe et puis une Afrique de l'Est de façon générale, une Afrique du Sud qui se voudrait très dominante et voilà, où la puissance se jouerait dans ces grandes villes métropolitaines, si on veut. Enfin, ce sont des métropoles très incomplètes, y compris Johannesburg, qui est pourtant dite comme la métropole mondiale africaine par certains.
Mais donc voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment une agente secrète africaine qui gère ses affaires depuis Johannesburg. Donc voilà, Johannesburg comme l'épicentre d'une affaire d'espionnage à l'échelle du continent. C'est vrai que Johannesburg apparaît vraiment un peu comme une espèce de capitale continentale, si on veut, voilà, un point de départ pour tout. Alors même que Johannesburg n'est rien en fait, hein, si on pense sur le plan politique, n'est absolument pas une capitale, hein, elle n'a aucune fonction politique, mais bien qu'une fonction économique en Afrique du Sud. Hein, Johannesburg n'est qu'une métropole, mais sans fonction politique nationale. Alors, on va revenir, Pierre, si vous le voulez bien, en quelques instants, sur cette métropole de Johannesburg. J'aurais aimé juste revenir sur l'Afrique que l'on voit dans Queen Sono, parce que vous l'avez dit, hein, elle mène des missions donc à l'étranger, bien sûr, dans cette Afrique australe, on va dire, et même jusqu'en Afrique centrale. Alors, c'est l'occasion aussi de voir peut-être à la fois des pays qu'on a un peu du mal à imaginer pour nous ici en Europe, des pays qui peuvent nous paraître exotiques, et pourtant, on le voit, c'est le théâtre d'enjeux géopolitiques majeurs. Oui, absolument. Là, c'est vrai que Queen Sono est un peu à la croisée des chemins entre géographie et géopolitique, hein, puisque voilà, on a une série qui débute à Zanzibar. Ce sont les premières images de la série. Voilà, avec une affaire bon, d'espionnage assez classique, une traque un peu à la James Bond en début de film, où elle va traquer un malfrat. Mais donc voilà, Zanzibar, paysage d'une Afrique de l'Est qui fait rêver, voilà, une Afrique tropicale extraordinaire. Et puis après, voilà, des missions qui vont avoir lieu. Alors, au Zimbabwe, notamment au début du deuxième épisode, ça commence à Harare, donc avec une espèce de vision sur la métropole nocturne, une vision plongeante. Donc, en fait, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup hein, dans mes travaux de recherche. En fait, on a souvent une vision nocturne de la ville, de la métropole africaine dans les séries, et ça, c'est aussi une façon de cacher, en fait, en quelque sorte, un certain nombre de choses, hein, et notamment le fait que les bâtiments sont pas forcément toujours dans un très bon état. Alors certes, on a une verticalité hein, de l'architecture, comme j'allais dire dans beaucoup de métropoles dans le monde, voilà, une verticalité pas toujours très bien entretenue, si j'ose dire. Et là, ça marche très bien pour le Zimbabwe. On a la même chose. Donc voilà, ce qui se passe au Zimbabwe, hein, c'est clairement une affaire encore d'espionnage, ou alors là, il est net hein, que l'Afrique du Sud a des ambitions hein, de domination à l'échelle régionale. Hein. Zimbabwe est frontalier au nord. Zimbabwe est un pays beaucoup plus pauvre, avec bon, une corruption qui est assez majeure. Hein. La corruption est un des fils directeurs des intrigues géopolitiques dans cette série. Voilà, donc on a un Zimbabwe pas forcément montré sous son angle touristique, j'allais dire safari, etc., mais plutôt sous son angle politique douteux et sous une vision, voilà. Mais Harare, quand même relativement esthétisé. Et on a la même chose avec le Kenya. On part au Kenya aussi à un moment donné, alors notamment dans l'épisode 3. Alors, le Kenya est présenté de deux sortes. C'est assez amusant puisque la première vision du Kenya qu'on a, c'est une vision très cliché avec une vue sur la savane. Voilà, on voit des zèbres, etc. Donc, c'est le safari classique. Donc, la vision très, très cliché hein, du Kenya. Je pense que si on demandait aux Européens, pour vous, c'est quoi le Kenya? Ils nous répondraient ça à peu près. Et puis après ça, on retourne donc à Nairobi, donc on retourne dans les métropoles. Et alors là, on a de nouveau, donc c'est toujours dans l'épisode 3 et on a toujours une vision de la métropole très standardisée, donc voilà, de l'architecture moderne, verticale, là relativement en bon état cette fois-ci. Bon, en même temps, Nairobi est une métropole plus puissante hein, qu'Harare, donc on a quelque chose de voilà de là encore, hein, une série qui se déroule dans plusieurs pays d'Afrique et qui nous permet en fait de quand même de voir une Afrique urbanisée. Peut-être qui va à l'encontre finalement des images qu'on peut avoir en Europe, hein, l'image des lieux communs qu'on peut avoir en Europe où on imagine voilà, les paysages de brousse, etc. Là, pas du tout en fait. On est quand même sur une Afrique très urbanisée, un tout petit peu. On voit quelques espaces ruraux, mais en fait très, très peu. Et puis, Pierre, on arrive finalement aussi, vous l'avez montré, à cette puissance régionale d'Afrique australe. On va même plus loin, hein, puisqu'il y a aussi là-dessus un épisode qui a lieu, une émission qui a lieu jusqu'en République démocratique du Congo, pays très, très tourmenté depuis un certain nombre d'années.
Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a la RDC, on la voit sans la voir. C'est-à-dire que voilà, il y a une affaire, un trafic qui part de République démocratique du Congo. Alors on imagine qu'il se passe des choses au Congo. C'est pas très clair, mais en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est des groupes. On peut dire mafieux, enfin bon, voilà, des trafiquants qui organisent qui organisent une affaire à partir du Congo. Donc en fait, voilà, ça laisse penser hein, que le Congo est un pays voilà, en proie à un certain nombre de problématiques sécuritaires, de problématiques aussi liées à voilà, des difficultés de gestion par les autorités des groupuscules, si ce n'est terroristes, en tout cas mafieux. Et donc voilà, là c'est marrant, c'est presque une façon, enfin moi je le vois un peu comme ça, c'est une façon un peu pour l'Afrique du Sud de pointer du doigt certains mauvais élèves, si on veut, en quelque sorte, en Afrique, en Afrique, on va dire subsaharienne. Voilà, il y aurait des pays qui seraient plus touchés que d'autres, et c'est quand même pas anodin d'avoir choisi la République démocratique du Congo, qui est en même temps, voilà, un pays africain qui a quand même une importance, qui aimerait avoir une importance plus forte sur la scène géopolitique mondiale. Donc on a ouais, effectivement une façon, c'est amusant, cette espèce de façon cette vision sud-africaine qui nous est proposée de l'Afrique avec voilà, des mauvais élèves, des pays plus développés, enfin quelque chose d'assez amusant. C'est quelque chose qui était quand même voulu hein, par le réalisateur, hein, puisque en fait, le réalisateur souhaitait ça, et il a même dit il n'y aura pas de deuxième saison, malheureusement, parce que la deuxième saison a été annulée en raison de la pandémie. Voilà, l'Afrique du Sud a été très touchée hein, par la pandémie, à plusieurs variants, etc. Et donc ça a été annulé le réalisateur a dit avait écrit hein, sur Twitter j'avais écrit pourtant une belle histoire pour cette deuxième saison, une histoire qui traversait le continent ou qui je sais plus exactement comment c'était dit, mais enfin en tout cas voilà, l'idée était de poursuivre un petit peu ce parcours sur le continent africain. Et donc voilà, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que ben, ce sont des Sud-Africains qui nous livrent une lecture, leur lecture du continent africain, qui n'est clairement pas la nôtre, mais qui n'est clairement pas celle de l'ensemble de l'Afrique non plus, hein, parce que voilà, l'Afrique du Sud est quand même un pays très à part en Afrique, pays voilà, qui se veut émergent, qui se veut plus développé et qui aimerait justement se distinguer toujours des autres pays africains. Alors, vous avez évoqué, Pierre, tout à l'heure, la métropole de Johannesburg, hein, cette métropole qui se veut, cette ville qui se veut mondiale. On a un Queen Sono, véritablement, qui met en scène cette ville-là, ville majeure de l'Afrique du Sud. Alors que vous l'avez dit, hein, elle n'est après tout pas du tout la capitale, puisqu'il s'agit de Pretoria, mais on a toujours cette idée, idée que Johannesburg, c'est quelque part la ville mondiale, la porte d'entrée à l'international de l'Afrique du Sud. Oui, c'est très net, hein. C'est à chaque fois, dans la plupart des séries sud-africaines, c'est donc Johannesburg qui est montré, hein. Donc, et à chaque fois, c'est Johannesburg, la ville mondiale, donc c'est-à-dire voilà cette ville qui se caractérise par sa skyline, une skyline qui en fait est intéressante hein, à plusieurs égards parce que en réalité, on pourrait même dire qu'il y a deux skylines forme de deux skylines, si on veut, à Johannesburg, puisqu'on a en fait un quartier central, ce qu'ils appellent le CBD hein, en Afrique du Sud, donc bon, Central Business District, qui est l'ancien quartier d'affaires durant l'apartheid, un quartier qui était réservé aux Blancs, qui est actuellement relativement peu, enfin voilà, plutôt en mauvais état, qui est relativement délaissé, même s'il continue à être actif. Il a été, il est beaucoup plus peuplé maintenant par des populations noires que par des populations blanches. C'est un quartier qui est même parfois dangereux. Euh, donc voilà. Et puis de l'autre côté, on a un autre quartier au nord de la ville, Sandton, qui lui est un quartier d'affaires très riche. Alors on l'aperçoit dans Queen Sono, il est moins présent que dans d'autres séries. C'est peut-être moins là-dessus que le réalisateur voulait assister. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit, hein, c'est la ville mondiale, cette architecture standardisée. Bien sûr, comme par hasard, il y a dans l'épisode 6 une petite promenade au FNB Stadium, donc qui est un des stades emblématiques de la Coupe du Monde de football de 2010, si je ne m'abuse. Et donc, c'est voilà, c'est encore une fois une façon de montrer un petit peu hein, le caractère mondial de
cette métropole voilà, qui voudrait s'affirmer comme une métropole mondiale et pourtant qui a des difficultés. Et puis, mais effectivement, il y a quand même cette question du pôle de communication. En fait, hein. Johannesburg, c'est l'aéroport, le plus grand aéroport sud-africain. Et donc, on peut aller un peu partout depuis Johannesburg. Et donc, c'est pour ça aussi, hein, que Queen Sono voilà, utilise Johannesburg certainement comme un point de départ pour aller vers d'autres pays. Et, mais voilà, cette ville mondiale, pour moi, là où finalement on la voit le plus, enfin en tout cas elle s'incarne le plus dans la série, c'est aussi dans les modes de vie standardisés, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très, voilà, de très métropolitain sur le plan voilà, des pratiques spatiales, parce que on a des personnages qui vivent clairement comme d'autres urbains dans le monde, d'autres métropolitains dans le monde, avec voilà, des sociabilités à différents endroits dans la ville, des activités culturelles, des activités de fêtes, etc., dans des intérieurs toujours extrêmement standardisés, hein. C'est-à-dire qu'on est bien loin des clichés de l'Afrique, voilà, on n'est pas, je pense que clairement beaucoup n'imaginent pas, hein, que ben, voilà, en Afrique du Sud, on vit dans des maisons très occidentales, si on veut, hein. Et donc, on a tout ça s'incarne là-dedans, dans cette ville mondiale, cette Johannesburg verticale, très embouteillée aussi, et très standardisée, en fait, très, très, très mondialisée. Et pourtant, Pierre, on voit bien, hein, c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé en regardant Queen Sono, cette Afrique du Sud qui est montrée, qui est beaucoup plus réaliste qu'elle ne l'était, ne serait-ce que à l'échelle de la métropole de qu'est Johannesburg, puisqu'on voit bien les différents types de quartiers, et ça on en reparlera peut-être en conclusion sur les pistes que vous voulez nous donner pour les collègues qui nous écoutent sur l'enseignement, mais c'est très intéressant parce qu'on voit tout ça, on voit la différence entre quartier riche et quartier pauvre, entre finalement une métropole qui est très ségrégée, et ça permet, tout ça, finalement, d'appréhender, et j'allais dire, la réalité qu'est Johannesburg, où on voit bien aussi qu'il y a des quartiers qui émergent. Et tous ces quartiers-là sont montrés. Il y a presque pas de tabou, j'allais dire. On y reviendra dessus. Ouais, c'est certain, hein. C'est d'ailleurs ce qui est vraiment intéressant, moi qui ai étudié dans le cadre de ma thèse des séries beaucoup plus anciennes sur Johannesburg. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette série Queen Sono et bon, dans la série Shadow dont j'avais parlé sur ce podcast il y a un moment maintenant, c'est qu'en fait ces séries contemporaines, elles nous montrent une Johannesburg euh, enfin, beaucoup plus réaliste et réaliste dans ce côté de ville ségrégée, fragmentée en réalité, puisque voilà, on passe des quartiers très riches, donc alors qu'on distingue sans distinguer, c'est pas très clair, c'est-à-dire que voilà, on voit des intérieurs, des maisons très riches, piscines, etc., très très belles. Donc probablement, je dirais dans les quartiers nord de Johannesburg, puisque c'est là que se situent les quartiers les plus riches. Je pense qu'on voit, je pense le reconnaître, mais c'est de nuit, alors je ne suis pas certain. Il y a un moment donné, on voit le quartier de Melville, qui est un quartier au nord du centre de Johannesburg, donc dans ces quartiers riches pavillonnaires, quartiers riches pavillonnaires qui sont globalement tous formés sous le modèle de la gated community. Melville, et c'est un peu ce quartier où il y a un certain nombre de restaurants très agréables, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce quartier-là qu'on voit de nuit, donc cette grande rue connue, hein, la septième rue de Melville, qui est très connue, qui est en fait une rue un peu bizarre à Johannesburg, parce qu'en fait, on peut y circuler, on peut s'y promener de nuit, sans que ce soit dangereux. Euh, donc voilà, donc là, un mode de vie très, très, pour les jeunesses bourgeoises riches, donc on le voit à un moment donné. Et puis de l'autre côté, on voit les townships et on voit énormément Soweto. Soweto, parce que Queen Sono en vient en fait. Queen Sono, elle est originaire de Soweto. Sa grand-mère y vit. D'ailleurs, il y a des passages où on est avec sa grand-mère, notamment dans le premier épisode, on est avec sa grand-mère dans Soweto. Une grand-mère typique sud-africaine, hein, clairement, qui vit donc dans une maison à Soweto et en même temps dans une maison, donc dans ces maisons de Soweto qui ont été un peu arrangées quand même, qui ont été un peu améliorées. Donc en fait, on n'est pas on n'est pas dans un bidonville et c'est ça, c'est intéressant. On pourra en parler dans les pistes pédagogiques. On est vraiment dans le township, c'est-à-dire le quartier planifié pour les populations noires durant l'apartheid, mais un quartier qui est quand même en dur, qui est un quartier euh,
qui n'est pas un quartier illégal, pas un quartier informel. Et c'est même, Soweto est même annoncé, voire revendiqué, parce que la série est faite avec, voilà, on voyage, si on veut, il y a donc un petit plan voilà, une petite annonce, c'est écrit Soweto, c'est écrit Nairobi, etc. à l'écran, donc on voit où c'est. Et donc, à un moment donné, c'est écrit Soweto carrément à l'écran. Et donc, on sait qu'on y est, j'allais dire, le téléspectateur euh, qui est européen le sait. Donc, il n'y a pas besoin d'être, voilà, comme moi, d'avoir été à Johannesburg pour le savoir. Donc, il y a une forme de revendication. Et on voit donc une ville un quartier de Soweto qui n'est pas un quartier pauvre, qui n'est pas un quartier très pauvre en fait. On est sur un quartier de petite classe moyenne et c'est bien ce qui est devenu Soweto depuis la fin de l'apartheid finalement. Un quartier qui bien sûr peut être dangereux par certains endroits, hein, mais pas si dangereux que ça, et vraiment un quartier de petite classe moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré, hein, par les géographes, hein. Je pense notamment à Philippe Gervais-Lamboni ou à Pauline Guinard qui en ont très bien parlé. Et puis d'autre côté, on a aussi, alors je pense qu'on est dans un quartier gentrifié à Maboneng. En fait, Queen Sono, elle vit, d'après ce qu'on voit, d'après la vue qu'on nous montre de son appartement, elle vivrait donc dans le sud du CBD, donc dans le sud du centre-ville. Et ce sud du centre-ville, il a été en partie gentrifié. Et je pense qu'on est dans le quartier qu'on appelle Maboneng, qui est donc un quartier qui a été en partie privatisé, hein, mais un quartier qui est donc devenu un haut lieu de stabilité, de fêtes le soir, etc. Un quartier totalement gentrifié avec des galeries d'art, etc. Donc je pense qu'elle habite là. Donc en fait, on a une sorte voilà, de vision relativement complète de Johannesburg. Alors en même temps, voilà, on ne voit pas les quartiers les plus pauvres, hein. On ne voit pas le township d'Alexandra, qui est tout au nord-est de la ville, qui lui est excessivement pauvre, toujours, excessivement dangereux aussi, et qui n'apparaît pas à l'écran. Donc on a une vision relativement réelle. Et voilà, on voit de la violence, mais alors en fait, cette violence qui est pourtant caractéristique de la ville de Johannesburg, hein, une ville des plus dangereuses au monde, en fait, on la voit sans la voir. C'est-à-dire qu'on a une violence qui est liée aux affaires d'espionnage de Queen Sono, mais on ne voit pas, voilà, cette violence ordinaire dans les rues, on ne voit pas voilà, ces attaques à main armée, hein, qui peuvent arriver régulièrement dans les rues de Johannesburg. On ne le voit pas. Mais on a quand même une violence, malgré tout, qui caractérise Johannesburg, qui est là. Alors Pierre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir véritablement quelque chose d'important aussi, cette idée, on l'a vu, cette évolution de l'Afrique du Sud que l'on montre. Là, on est sur une série, je le disais tout à l'heure, beaucoup plus réaliste en fait que sur ce qu'on voyait il y a quelques années. Oui, on est sur une carte, on est sur donc une vision réaliste qui se voit donc par les quartiers, hein, les différents quartiers mis en scène, donc voilà, une ville fragmentée, etc. Ça c'est certain, mais on le voit aussi, et ça c'est vraiment intéressant, on voit la société multiculturelle, on voit la société multiethnique apparaître à l'écran. C'est-à-dire qu'on va voir une forme, donc bien sûr, bon, différentes comment dire ethnies, hein, qui sont représentées à l'écran, donc des noirs, des colored, donc des métis ou des blancs déjà, donc ça c'est une première chose. Mais on voit aussi, et ça c'est je trouve vraiment passionnant, on voit un plurilinguisme à l'écran, on entend un plurilinguisme, et ça c'est vraiment passionnant. Parce que c'est quelque chose qu'on voit très très bien, et dans Shadow, donc cette autre série Netflix, et dans Queen Sono, qui s'est peu vu en fait. Ça s'est juste vu dans une série qui s'appelle Generations, qui a été une série fleuve, un soap opera très très connu en Afrique du Sud, où là on voyait plusieurs langues parlées, mais sinon, en fait, jusqu'à présent en Afrique du Sud, on avait des séries en anglais, des séries en afrikaans, etc. Et on n'avait pas différentes langues dans la même série. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est que Queen, qui est pourtant noire, eh bien, elle parle afrikaans. Elle parle afrikaans, notamment dans le deuxième épisode, face à des Afrikaners qui ne sont pas représentés comme des riches, hein, comme on peut le voir régulièrement, hein. Donc, ces Afrikaners qui sont les premiers colons hollandais, hein, enfin descendants, bien sûr. Et en fait, là, non, on les voit comme des pauvres trafiquants. Ils vivent dans une espèce de bicoque pas très reluisante, avec un intérieur super, super délabré, etc. Et voilà, donc on a une rencontre. Donc, d'abord, une noire qui parle à un blanc afrikaans. Donc, c'est déjà quelque chose
qui paraît quasiment impossible en fait dans la société sud-africaine. En fait, si, hein, quand même, puisque l'afrikaans est enseigné à l'école, dans certaines écoles en tout cas. Donc déjà, c'est possible. Et puis, bah, voilà, une rencontre qui était improbable on va dire, 20 ans, 20-25 ans, c'était complètement improbable. Et là, aujourd'hui, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bah oui, voilà, elle va aussi parler zoulou, notamment voilà, avec les gens dans Soweto, etc. Donc on a une série en anglais, une Queen Sono qui parle un anglais parfait, un anglais sud-africain parfait, donc comme ben voilà, la plupart des Sud-Africains. Et puis voilà, quelqu'un qui est capable de parler différentes langues, puisque je rappelle, en Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles, donc ça fait un paquet. Alors, je ne dis pas qu'elle parle les 11 langues, mais en tout cas, elle en parle plusieurs. Donc on a vraiment, je dirais, une représentation beaucoup plus exacte de la mosaïque raciale et de la mosaïque culturelle qu'est l'Afrique du Sud, en fait, hein. C'est-à-dire que on est sur une Afrique du Sud qui a été, voilà, qui a été marquée par la ségrégation et qui, en fait, aujourd'hui, bah, voilà, se recompose. Alors, est-ce qu'on est dans la nation arc-en-ciel voulue par Mandela? J'en suis pas certain. Mais on est sur quelque chose, voilà, en tout cas de plus réaliste, il me semble, quand même. Parce que voilà, cette mixité sociale, cette mixité ethnique, cette mixité raciale, on dirait en Afrique du Sud, hein, parce que le mot race est clairement employé, elle se voit, hein, elle se voit dans plein de lieux. Elle se voit à l'école, elle se voit, voilà. Et en même temps, après, voilà, elle se voit dans les yeux de sociabilité du jour et la nuit, tout le monde repart dans son coin. C'est-à-dire que les Blancs habitent toujours au nord de Johannesburg, les Noirs habitent dans les townships ou dans le CBD, et voilà. Donc, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, en tout cas, de bien, de vraiment réaliste, enfin, en tout cas, et de nouveau. Et ça, on remercie Netflix de avoir permis en fait aux Sud-Africains de réaliser une série qu'ils ont pu donc bah, voilà, mettre en scène à leur manière et donc nous proposer aussi leur vision de l'Afrique du Sud. Une série aussi, Pierre, qui montre finalement cette Afrique du Sud noire. Vous l'avez dit, ce Black Empowerment, c'est assez intéressant de voir tout ça. On voit cette vision nouvelle qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années, hein. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, clairement, Queen Sono apparaît comme probablement euh, la, la Black Diamond, hein, comme on pourrait dire, depuis donc Black Diamond, hein, c'est ça qu'on appelle ces populations noires qui ont émergé avec la fin de l'apartheid et ont émergé dans l'émergence, si on peut dire, donc une classe moyenne plutôt aisée. Et donc voilà, comment dire, Queen est vraiment cette Black Diamond, qui vit de façon d'abord à l'occidentale, on peut le dire quand même, qui s'est affranchie aussi, hein, de cette vie à Soweto, etc., hein, parce que bien sûr, elle ne vit pas à Soweto, et ça, c'est quand même marquant, hein. Donc, elle a franchi une sorte, elle a monté l'échelle sociale, si on veut. Et voilà, et donc on a une forme de Black Empowerment parce que ben voilà, essentiellement des espions noirs qu'il y a dans cette agence d'espionnage. Il y a quelques blancs, que des noirs vont combattre des blancs parce il y a en fait voilà, une des grandes trafiquantes est blanche, donc des noirs qui vont combattre les blancs, et donc ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, il y a une forme quand même, moi je trouve, de Black Empowerment, notamment en fait à l'écran, c'est-à-dire que voilà, ce sont quand même essentiellement des noirs à l'écran, ce qui est logique, hein, de fait, puisque on va dire à peu près 90% de la population sud-africaine est noire. Et donc, c'était pas quelque chose qu'on voyait avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des séries en Afrique du Sud qui étaient soit avec que des noirs, soit avec que des blancs, en fait. Pas trop, et pas le mélange. Là, on a un mélange, mais un mélange avec un mélange qui semble un peu plus, comment dire, euh, bah, voilà, miroir de la société avec des noirs en plus grand nombre et des noirs aussi qui commencent à prendre le pouvoir, enfin qui ont bien pris le pouvoir maintenant, même si voilà, ça reste un pouvoir symbolique, hein, puisque le pouvoir économique reste en Afrique du Sud concentré entre les mains des populations blanches, hein, populations blanches qui sont encore bah, voilà, les grands propriétaires terriens qui, voilà, monopolise quasiment l'ensemble des capitaux sud-africains.
mais voilà, des populations noires qui essayent de prendre le pouvoir par d'autres moyens et puis qui s'affirment dans le paysage économique sud-africain. Et bien sûr, là, Johannesburg est un peu le symbole de tout ça parce que Johannesburg, c'est la ville aux yeux des Sud-Africains, c'est aussi la ville où on peut faire fortune, la ville où on peut euh, se, se réaliser en quelque sorte, hein. C'est à son image qu'à Johannesburg, à l'échelle de l'Afrique du Sud, puisque le surnom, un des surnoms de Johannesburg, c'est Egoli, la ville de l'or, hein. Johannesburg a été construite sur une mine d'or à la fin du 19e siècle, et elle a gardé cette image. Et en fait, aujourd'hui toujours, venir à Johannesburg, c'est espérer faire fortune, un petit peu à l'image, toute proportion gardée, du New York, une sorte de New York sud-africain, si on veut. Et puis, Pierre, il y a quelque chose aussi de majeur. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur Soweto, parce que Soweto reste dans notre imaginaire assimilé à cette Afrique du Sud de Mandela, cette lutte pour la fin de l'apartheid avec l'ANC. On a tout ça et on a cette vision de Soweto, vous l'avez dit, aujourd'hui, qui n'est plus ce township misérable. Et ça, c'est très intéressant, parce que on montre là aussi à travers cette image-là, je pense que l'Afrique du Sud est un pays émergent. Oui, alors ça c'est clair, c'est net, vraiment. Euh, Moi personnellement, même je regrette de pas avoir pu travailler sur Queen Sono durant ma thèse parce que elle est à mon sens super intéressante et super pédagogique aussi là-dessus. C'est-à-dire que voilà, on voit un township donc qui n'est plus ce township comme on peut avoir cette image donc hyper violent lié aussi à Mandela qui vivait à Vilakazi Street donc en plein Soweto. On a quand même ce motif de l'apartheid qui reste, hein, je le disais au début, avec donc Safia Sono qui est donc la maman de Queen, qui a été, qui a été tuée hein, par un suprémaciste blanc, qui est enfermé en prison hein, depuis. Et d'ailleurs, Queen n'a qu'une peur, c'est qu'il soit libéré. Elle souhaite faire la lumière hein, sur le meurtre de sa maman, puisque elle-même a assisté au meurtre de sa maman quand elle avait 5 ans. Et donc, en fait, voilà, Safia Sono, qui était donc, qui vivait à Soweto, qui était l'activiste type hein, donc, contre l'apartheid. Donc, il y a ce motif, un motif qui est, je dirais, une sorte indélébile en fait. On peut pas enlever ça, on peut pas enlever ça à l'histoire de l'Afrique du Sud et on peut encore moins enlever ça à à l'histoire de Soweto. Et en même temps, voilà, une vision de Soweto qui est un espace de petite classe moyenne où on vit beaucoup plus normalement qu'on pourrait le penser, c'est-à-dire on sort totalement de l'image qu'on pourrait avoir d'une sorte de bidonville extrêmement pauvre, délabré, violent, dangereux, etc. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on voit en revanche, et ça c'est très important, on voit l'éloignement, hein. À chaque fois, on nous montre, en fait, la caméra fait une sorte de passage, elle passe du CBD vers Soweto, donc il y a une vingtaine de kilomètres hein, qui séparent les deux quartiers. Il y avait une mise à distance qui avait été réalisée par le régime d'apartheid, donc ça c'est maintenu. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est une vision de Soweto dépourvue de violence, ou quasiment dépourvue de violence, avec quand même des petits commerces de rue qui restent. Donc ça fait partie de l'identité, je dirais, de Soweto. Mais voilà, un Soweto loin des clichés, ou en tout cas beaucoup plus loin des clichés. Et ça fait plaisir à voir pour le géographe spécialiste d'Afrique du Sud que je suis, parce que ça me semble beaucoup plus réaliste. Ça permet, voilà, c'est intéressant de le voir parce que ça montre aussi ce qui veut être dit, hein, quel discours, quelle représentation veulent porter des populations noires sud-africaines au reste du monde finalement. Et donc, voilà, cette série, elle permet, je trouve, de casser cette image parfois un peu sulfureuse de Soweto, dangereuse, etc. Et ça, c'est vrai que bah, si on n'y est pas allé, on peut pas s'en rendre compte, hein. Moi-même, la première fois que je suis allé à Soweto, j'avais peur, hein, en me disant, mais où est-ce que je vais? Je suis fou, ça va être hyper dangereux, etc. En fait, pas du tout. Enfin, il faut faire attention, bien sûr, mais comme partout en Afrique du Sud, ça c'est le principe. Euh, et donc ça vraiment, je trouve que c'est vraiment passionnant. On voit notamment aussi ce train hein, qui passe, ce train jaune là, qui est un train un peu emblématique qui permet donc d'aller de Soweto vers le CBD. Train qui est pourri en fait, hein, qui est vieux comme tout. Et ça montre aussi le manque d'investissement hein, des autorités pendant très longtemps pour permettre
le transport, en fait, pour faire ville, pour faire que tous ces quartiers séparés fassent ville ensemble, parce que c'est ça l'enjeu à Johannesburg. Et ça c'est vraiment intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette série, finalement, c'est cette espèce de pont entre l'histoire sud-africaine qui explique l'urbanisme de Johannesburg, qui explique aussi cette ségrégation, qui explique ces problématiques entre blanc et noir, etc. Et en même temps, c'est aussi une série qui est un peu porteuse d'espoir à ce niveau-là parce que on voit une population noire qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissante, même si ça correspond qu'à une petite partie, hein, faut pas se leurrer, une toute petite partie de la population noire sud-africaine, mais voilà, elle est quand même là. Et puis une vision beaucoup plus optimiste de ce qu'est Soweto. Et ça, c'est, je trouve aussi ça intéressant, et je trouve que c'est intéressant sur le plan pédagogique aussi. Pierre Demnat, peut-être en guise de conclusion sur cette émission autour de Queen Sono, je sais que vous êtes un fin pédagogue, vous aimez beaucoup parler de votre métier, justement de géographe et de comment enseigner la géographie. Alors, on a beaucoup de collègues enseignants qui nous écoutent. Quelles seraient finalement peut-être vos propositions autour de cette série-là sur l'enseignement dans le secondaire? Alors, moi, j'ai plusieurs idées, toujours. Alors, en collège, je vais me risquer. Alors, je suis prof en lycée, mais je vais me risquer. Moi, je pense il y a plusieurs entrées. Il y a la sixième, habiter une métropole, ou alors en quatrième sur les métropoles de façon générale. Je pense que là, ça peut être intéressant pour déconstruire avec des élèves de collège, déconstruire cette vision de la ville africaine qu'ils peuvent avoir, donc euh, euh, d'une ville délabrée, pas riche, voilà, montrer qu'il y a des villes, il y a des villes riches en Afrique, que il y a voilà, qu'on peut avoir des activités très occidentales, enfin en tout cas très mondialisées dans des villes africaines. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. Et je trouve que particulièrement en sixième, en fait, cette série pour montrer quels sont les différents espaces de vie, essayer d'analyser les différents types de quartiers. Voilà, je sais on fait attention aux paysages aussi en sixième. On peut vraiment travailler sur différents paysages, la skyline, mais aussi Soweto et son justement, alors à l'inverse, un paysage très bas avec des petites constructions. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et en plus de ça, pour un niveau sixième notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs moments dans la série qui nous font voyager en voiture en fait dans le township, dans Soweto. Et ça, je trouve que c'est intéressant en fait pour voilà, montrer un paysage mouvant et qui montre ce côté très homogène, finalement, qu'est Soweto. Donc, toutes les maisons sont pareilles. Et ça, c'était lié à l'apartheid. Donc, bien sûr, c'est un peu un éclairage historique, mais je pense que voilà, ça peut être expliqué à des élèves de sixième. Donc, ça, je pense que ça peut être pas mal. Bon, en quatrième, de façon générale, et ça reprendra ce qu'on peut faire en première aussi, hein, sur la métropolisation et des choses plus classiques, finalement. Là, on peut reprendre, on peut retravailler sur ces fonctions métropolitaines. Et en fait, c'est intéressant, Johannesburg, parce que justement, c'est une métropole qui se voudrait mondiale, mais qui est en même temps incomplète sur le plan politique, puisqu'elle n'a aucune fonction politique. Donc ça, on peut le montrer aux élèves à travers un document, hein, faut pas le montrer avec la série. Et après, avec les élèves, on peut montrer justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Johannesburg, comme une espèce de centre de l'Afrique, ou en tout cas d'une certaine Afrique, au moins du austral et de l'Est, euh, et peut-être même envisager éventuellement une sorte de comparaison, par exemple, entre l'image qu'on peut avoir de Nairobi et l'image de Johannesburg, pour montrer finalement que ces villes, elles sont très semblables, si on regarde en tout cas sur le plan architectural. Donc ça permet voilà, de montrer cette standardisation de l'architecture, premièrement. De déconstruire toujours cette idée d'une ville africaine qui serait très pauvre, marquée par les bidonvilles. Et donc, ça, je trouve que ça peut être une bonne entrée. Après, voilà, cette comparaison, elle me semble d'autant plus intéressante que, euh, eh bien, je ne suis pas bien certain que tous les élèves soient capables de placer Nairobi et Johannesburg sur la carte. Donc, en plus, ça permet, voilà, d'étudier aussi des espaces africains moins étudiés dans la géographie scolaire française, hein, où on se concentre beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et, euh, et là-dessus, voilà, autant si en Afrique, en sixième, pardon, on peut vraiment insister sur la notion d'habiter, donc les pratiques, comment on vit, éventuellement même aller à l'échelle de l'espace domestique, à montrer les intérieurs de maisons
montrer un petit peu les différents niveaux de vie. Autant en quatrième et en première, là, on peut montrer on peut rester beaucoup plus sur quelque chose de morphologique, travailler aussi, on voit à plusieurs reprises, voilà, les problématiques d'embouteillage, etc. Donc, montrer aussi toutes les problématiques de cette ville. Et puis après, montrer quand même la déconnexion de tous les quartiers, puisque en réalité, c'est bien ce qu'on a. On a une ville fragmentée avec des quartiers différents qui sont pas trop reliés entre eux. La caméra essaye, mais il n'y arrive pas parce que c'est pas possible. Et ça, après, on peut tout à fait faire, par exemple, voilà, réaliser un petit croquis avec les élèves et leur faire placer en fait les différents points, donc en leur montrant où sont, en localisant les différents quartiers donc montrés dans la série, et en montrant finalement la déconnexion entre ces quartiers, ce qui était finalement l'essence même de la ségrégation d'apartheid. Et ce qui reste en fait la trame, si on veut, ce qui permet toujours d'expliquer et de comprendre l'organisation urbaine et l'aménagement à Johannesburg. Et après, alors là, c'est toujours pareil. Je pense qu'on peut partir de la série et puis il faut compléter. Après, il est toujours intéressant en fonction de ce sur quoi on veut travailler, de montrer soit, eh bien, si on veut rester sur la question des lieux de pouvoir et des lieux symboliques, eh ben, on peut montrer à Johannesburg finalement ce quartier de Sandton qui n'est pas trop montré dans Queen's Ono. Donc, pour montrer la construction par des acteurs privés, hein, d'un quartier concurrent du Central Business District à la fin de l'apartheid, parce que justement, ces riches blancs, ils se sont dit, oh là là, au secours, il y a des noirs qui arrivent, nous, c'est pas ça qu'on veut, on a peur, donc on va se réfugier dans nos banlieues nord qu'on connaît bien. Donc ça peut être intéressant, voilà, de montrer un autre document ou de montrer une autre série, comme Shadow, par exemple, qui est aussi sur Netflix, où il y a des choses qui se passent à Southampton. Ou alors, sinon, on peut aussi s'intéresser à la question, si on veut rester sur les questions, par exemple, de transport, de mobilité en ville. Et ben, en fait, là, on peut aussi montrer, par exemple, une carte des transports en commun à Johannesburg qui sont en fait qui sont quasiment inexistants. Et ça peut aussi être intéressant de montrer que ces quartiers ils sont pas reliés entre eux et donc on a eh bien une ville qui est très déconnectée, voilà, avec des points très déconnectés les uns des autres. Merci beaucoup Pierre Delnat pour cette présentation autour de la série Queen Sono, série sud-africaine disponible sur Netflix. Vous l'avez très bien dit, une série qui montre une Afrique du Sud réelle et réaliste, j'allais dire, très intéressante à la fois, comme vous dire, à enseigner, puis pour la découvrir aussi, qui vient déconstruire un certain nombre de mythes qui sont dans nos têtes depuis finalement cette fin d'apartheid. Alors vous avez fourni comme toujours une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres émissions qu'on a réalisées avec Pierre sur l'Afrique. Vous avez parlé notamment de Shadow Kumalo, qui était la première fabriquée, j'allais dire, par Netflix sur l'Afrique du Sud. Merci Pierre et à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.